Plus qu'on ne peut pas en acheter, autant les fabriquer soi-même. On n'aurait jamais imaginé qu'un engin aussi gigantesque puisse être fabriqué à la main, les citernes importées étant très chères. Les chauffeurs craignaient de ne pas pouvoir couvrir leurs frais de transport. C'est pourquoi ce petit atelier a décidé de les fabriquer lui-même, malgré un environnement modeste et un équipement rudimentaire. Sans chaîne de montage sophistiquée. Ce travail, habituellement réservé aux grandes entreprises, est ici facilement réalisé par seulement 5 personnes, grâce à leur savoir-faire et à des matériaux de qualité. Les produits finis offrent un excellent rapport qualité-prix, et sont donc très appréciés des chauffeurs locaux. Le patron, quant à lui, fait des affaires en or. Les petites tôles d'acier, après avoir été pliées et façonnées, sont soudées pour former 2 tôles géantes, puis assemblées à l'aide d'une grue. C'est la première étape de la fabrication. On constate que son gabarit est hors du commun. Les artisans doivent donc tracer des repères à l'intérieur, en vue de l'installation d'un élément structurel essentiel, le déflecteur de vagues, afin de réduire les oscillations de la citerne pendant le transport. Sa fabrication nécessite également de petites tôles d'acier. Après avoir tracé le contour de la paroi anti-vague, on procède à la découpe en suivant les lignes tracées. Une fois découpées, les tôles ne sont encore que des ébauches. Le plus important est de leur donner une forme incurvée, en l'absence de moule précis. Obtenir une courbure parfaitement exacte peut sembler complexe, mais ce n'est en réalité pas difficile du tout. Il suffit de marteler avec un gros marteau, pour s'assurer que l'erreur reste dans une marge d'1 mètre. Les cercles découpés ci-dessus, selon le contour tracé, jouent un rôle important. Une fois l'usinage terminé, on peut les souder pour les fixer, et procéder à l'alignement et aux ajustements à l'aide de vis de réglage. Une fois la dernière tôle de fermeture mise en place, la structure principale du réservoir est formée, mais il reste encore beaucoup de travail avant d'obtenir le produit fini. Il faut tout d'abord effectuer des soudures minutieuses au niveau des joints. Il faut installer des tôles d'acier au niveau de la fenêtre supérieure, afin de rendre la structure plus solide et plus résistante. Il faut également souder, à intervalles réguliers, des bandes d'acier étroites sur le corps du réservoir pour former une base, sur laquelle sera fixée une cornière pliée. Bien sûr, les petits ateliers ne disposent pas de machine à plier. Tout est donc réalisé à la main, à coups de marteau. La courbure est vérifiée à l'aide d'un gabarit. Une fois l'usinage terminé, on peut l'installer sur la base, afin de renforcer le corps du réservoir en tant que renfort. Les 2 plaques de fer perforées emboîtées entre chaque paire servent de support au boulon de fixation au châssis, grâce à la dextérité des artisans. Une fois toutes les soudures terminées, il ne manque plus qu'un dernier élément à ce réservoir, ces énormes tubes en acier. Les artisans doivent les raccorder pour les rallonger, puis les insérer dans le réservoir pour les fixer. La longueur des tubes traverse entièrement le réservoir. Seule une section dépasse à l'extérieur pour servir de raccord. Quel est donc le rôle de ces tubes en acier? L'artisan a percé un grand trou dans la partie supérieure, qui sert d'ouverture au réservoir, ainsi que 2 petits trous. Une fois les 2 tubes en acier insérés et fixés, on peut procéder à la peinture, afin de préparer l'enrobage avec le matériau isolant. Grâce à la coordination parfaite des artisans, un réservoir géant et esthétique a été fabriqué. Le chauffeur attend depuis longtemps au volant de son camion. On peut désormais le lui remettre pour qu'il prenne la route.